Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, la truite et le perroquet, confidence du peuple des rivières avec Bill François. Nous sommes tous des peuples des rivières. Notre histoire s'est construite au gré des courants, rythmée par les migrations des poissons et par une myriade d'espèces qui habitent encore les ruisseaux et les imaginaires. Mais aujourd'hui, nous l'avons oublié. Comment renouer avec ce monde caché et entendre à nouveau la mélodie de l'eau? Bill François, bonjour. Bonjour. Et Bill François, vous êtes biophysicien, écrivain. Vous parcourez la planète pour... alors, spécialiste de la vie aquatique, et vous parcourez la planète pour étudier cette vie aquatique qui est si étonnante et si variée. Et vous avez écrit plusieurs livres et vous revenez depuis quelques semaines avec ce nouveau livre paru chez Albin Michel, La truite et le perroquet. Confidence du peuple des rivières, et c'est de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je précise que c'est un livre qui est absolument magnifique, qui parle évidemment du peuple des rivières, mais aussi des lacs, mais aussi de plein d'autres choses, avec beaucoup de poésie, beaucoup d'humour. Bill François, d'où ça vous vient cette passion pour l'eau? Alors, c'est une bonne question à laquelle je ne sais moi-même pas forcément répondre. Ça remonte à très loin. J'ai grandi en plus en ville, en région parisienne, donc je pense que c'est pas à Paris qu'on est le plus connecté ni à la mer, ni à la rivière, ni à la nature en général. Et pourtant, il y a des poissons en région parisienne. On Ah en oui, on en reparlera. reparlera. Effectivement, mais j'ai découvert ça sur le tard. Et par contre, la nature, très tôt, j'étais attiré par la nature. Je pense qu'on est souvent attiré par ce qui nous manque. Donc, c'est peut-être ça. C'était l'espace de liberté, le temps des vacances, des week-ends, etc. Et puis, de la nature, pourquoi l'eau en particulier? Sûrement parce que c'est un monde invisible. Et dans l'invisible, il y a beaucoup plus à voir et à rêver que dans le visible. Ouais. Donc, c'est sûrement là que j'ai trouvé de quoi satisfaire mon imaginaire et de quoi découvrir en permanence. Mais vous avez appris à lire l'eau. C'est ce que vous dites au début de votre livre. Alors ça, je suppose que c'est le long apprentissage à la fois de l'amateur et du biologiste, mais on arrive à lire l'eau, à lire la Oui, surface de l'eau. on peut plonger pour voir ce qu'il y a sous l'eau, et ça, on a beaucoup d'images, même sur nos écrans, de photos, de vidéos sous-marines magnifiques aujourd'hui, mais ça nécessite que l'eau soit claire. Et en fait, la plupart du temps, l'eau n'est pas claire. Surtout, bon, dans la mer aussi, mais surtout en eau douce, l'eau est souvent trouble et on ne voit pas forcément ce qu'il y a dedans en y plongeant. Et on ne peut pas toujours plonger. Quand l'eau est à 5 degrés dans la Seine en hiver, on ne va pas aller mettre un masque. Et donc, il faut comprendre ce qu'il y a quand même. Et pour ça, il y a cette technique que c'est un mot inventé par les pêcheurs à la mouche. Au départ, lire l'eau, ça veut dire interpréter tous les signes que la surface de l'eau, ce qu'on voit, va nous offrir, pour arriver à comprendre ce qu'il y a dessous et à véritablement parfois voir des choses. Et si on, c'est un exercice de l'œil et de l'esprit en quelque sorte. Faut bien connaître ce qu'on peut imaginer voir. Par exemple, un silure, c'est un gros poisson-chat qui vit dans la Seine à quelques pas d'ici, hein, ou à Paris. Euh, Si on sait vraiment bien à quoi il ressemble, qu'on en a déjà vu beaucoup, heu, on on sait son mouvement, on sait chaque détail de son corps, et bien après, en regardant la surface, pour peu que ce poisson se rapproche de la surface, on va voir les ondes qu'il va émettre, dans l'eau, en nageant, la sinuosité de sa trajectoire. On va voir parfois un reflet, parfois une masse, une couleur, parfois une petite ligne qui correspond en fait au bord de sa bouche
qui est un petit peu plus blanc et l'animal, il fait 2 mètres, on le voit pas, mais on voit ce petit bord de la bouche et d'un coup, notre cerveau va reconstituer toute la scène et dit comme ça paraît un peu bizarre, mais c'est presque magique et après on voit plus du tout les choses de la même manière et combien de fois je passe là, sur le pont qui mène à l'île Saint-Louis, il y a tous les gens en train de prendre l'apéro les soirs d'été, ils mangent des sandwichs, tout ça, les miettes tombent dans la Seine et à leurs pieds, il y a des poissons de 2,20 m de long. Ils ne les voient pas. Moi, je les vois. Ah oui. Quand on est un peu entraîné, on les voit et Alors quand vous c'est fou. traversez le pont Neuf ou le petit pont, vous regardez et vous voyez quoi? Vous voyez des poissons-chats, vous voyez toutes sortes de poissons, mais pas des petits poissons, Ah, il y a vraiment de des tout, ça part des petites crevettes même. Alors des crevettes, c'est très marrant parce qu'il y en a qui ressemblent même tout à fait à celles qu'on trouve, dans les poissonneries des crevettes, mais qui vivent en eau douce depuis toujours. Donc des crevettes, des petits poissons de toutes sortes, qu'on va voir plutôt dans les eaux peu profondes parce que c'est des animaux qui font pas beaucoup de vagues, donc ils sont durs à distinguer autrement. Ensuite, il y a tout ce qui est coquillages, larves, insectes aquatiques, crustacés comme les écrevisses et puis ça va jusqu'à des très gros poissons. Effectivement, au niveau du Pont-Neuf notamment, hein, il y a donc ces silures, ces gros poissons-chats qui peuvent faire plus de 2 mètres. On a aussi, des brochets, qui peuvent faire, bien 1 mètre, 1,20 m. On a des carpes, qui peuvent être aussi assez énormes. Enfin, il y a toutes les tailles d'espèces, hein, de toute façon, dans la Seine. Pas que dans la Seine d'ailleurs. Alors les ponts, c'est vraiment le meilleur endroit parce que là, on a une vue qui surplombe. Donc souvent, on peut voir en transparence assez loin, ouais. même à Paris, hein. Alors, vous dites, Bill François, hem, que alors, vous parlez de cette importance, des rivières, des ruisseaux, des fleuves, des lacs, et je j'imaginais pas à quel point, finalement, c'est les rivières, et les lacs ont façonné notre univers, ont façonné notre monde depuis la nuit des temps. C'est étonnant parce que, ce sont les rivières qui ont, créé les forêts d'une certaine façon. Et les rivières, effectivement, créent énormément de choses. Alors c'est amusant parce que l'eau douce, c'est quasiment rien en termes de quantité à la surface de la planète, hein. La planète est recouverte à 75 par de l'eau de mer et puis, l'eau douce représente même pas un 1 de toute cette masse d'eau qu'on a et encore l'eau douce, elle est principalement sous forme de glace et dans des nappes phréatiques donc l'eau douce qui coule dans des rivières ou qui dort dans des lacs, c'est quasiment rien à l'échelle de la planète et pourtant ça a sculpté la majeure partie de nos reliefs, les vallées, les canyons, l'érosion, et cetera, des pays et ça a apporté la vie dans beaucoup de régions, notamment dans l'hémisphère nord, hein. Si on est là aujourd'hui, qu'on a cette table, en bois, qu'on a ce livre en papier, qu'on a toute notre matière organique qui nous constitue, qui vient des plantes qu'on a mangées, qui vient de générations de cycles d'azote et cetera, bah, ce qui a démarré tout ça, au tout départ, à la fin de l'ère glaciaire dans nos régions, hein, quand les glaciers se sont retirés, il y a bon, à peu près 10 000 ans, la roche, elle était nue sous la glace. Il n'y avait rien, c'était de la pierre. Et ce qui a apporté tous ces nutriments au départ, c'est principalement les poissons migrateurs, donc comme le saumon. Vous savez, le saumon, ça grandit en mer, mais ça remonte se reproduire en haut des rivières, à l'intérieur des terres, parfois à des centaines, des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres. Et donc ces poissons, ils prenaient les nutriments de la mer en mangeant, et ils le font toujours d'ailleurs aujourd'hui, et hein, ils remontaient se reproduire, et puis beaucoup meurent à la fin de la reproduction, ne survivent pas au voyage, et quelques prédateurs les transportent un peu partout dans les terres, et c'est ça qui a apporté au tout départ dans les écosystèmes comme ça, les nutriments qui ont démarré l'écosystème. Alors ensuite, d'autres processus ont pris le relais, des plantes qui fixent l'azote, qui se sont enracinées dans les sols, dès lors qu'il pouvait y avoir du sol grâce à ces saumons, etc. Mais au départ, c'est ça qui a enrichi et qui a démarré nos écosystèmes. Et encore aujourd'hui, dans les régions où ces poissons ils sont encore un peu abondants, que ce soit quelques fleuves bretons ou au Canada, en Islande, etc., on, on remarque l'effet qu'ils ont dans les écosystèmes des forêts. Bah, les cernes des arbres, par exemple, les lignes sur le bois, sont 1,5 mm plus épaisses là où les saumons remontent en abondance, ou les C'est-à-dire qu'il y a années plus de où il y a beaucoup de nutriments, saumons. donc les arbres, Exactement. croissent, mieux. Et c'est Ouais. ça. Les arbres croissent mieux et après tout le cycle est
ça apporte de l'énergie à tout le cycle. Il y a les arbres, mais il y a les herbivores, il y a les oiseaux, les insectes, et cetera. Même la diversité du chant des oiseaux au Canada est corrélée à l'abondance de saumon. Mmh. C'est des Alors nutriments marins. et c'est très étonnant parce que finalement, c'est une histoire relativement récente par rapport au temps géologique. La fin des glaciations, c'est pas hier, mais enfin, c'est avant-hier, disons. Et Absolument. tout c'est vous dites qu'il y avait pas de il y avait rien, enfin, il y avait rien, il y avait de la roche au moment où les glaciers se sont retirés et que tout a été apporté par le travail de ces poissons et qui ont créé, finalement la végétation, les forêts, puis la faune, enfin tout ce qu'on peut connaître. En En tout tout cas, cas, ça a été qui l'ont initié. initié. Voilà, Voilà. ça a été initié. La plupart des espèces, comme vous dites, c'est il y a pas longtemps et ces espèces, qu'on a aujourd'hui, qu'on avait déjà à l'époque, existaient, mais dans des refuges glaciaires, un peu à l'abri et ont pu migrer dans ces contrées grâce justement à cette énergie, ces nutriments. Après voilà, c'est le début. Ça a joué un grand rôle au début, mais ensuite beaucoup d'autres processus ont pris le relais. Aujourd'hui, la plupart des rivières, on a en fait trop de matière organique à cause de l'agriculture et cetera, donc c'est plus du tout la question. Mais au départ, ça a été l'initiation, oui. Alors, vous remontez beaucoup plus loin dans le temps. On a en tête tous que les poissons sont nos ancêtres. D'ailleurs, je crois qu'on a des branchies. Vous le dites, on continue à avoir des branchies quelque part, non? Ou Absolument, ce on sont- a des alors plus précisément des arcs branchiaux, qui sont un héritage de nos ancêtres qui sont un poissons. héritage direct de nos ancêtres poissons, de nos ancêtres ou de nos cousins, parce qu'en fait, on fait partie de cette lignée de poissons, Ouais. nous-mêmes. Et du fait qu'on en fasse partie, à un moment donné dans notre évolution, on vivait comme les poissons poissonneux d'aujourd'hui avec des branchies qui nous permettaient de respirer. Et peu à peu, au cours de l'évolution, ces branchies qui étaient sur des arcs branchiaux, on le voit quand on ouvre l'ouïe d'un poisson, hein, on voit qu'il y a des arcs comme ça qui portent les branchies. Eh bien, les arcs branchiaux se sont transformés chez nous pour donner différentes parties de notre corps, de notre visage. Et si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est parce que le larynx, la mandibule, etc., ont été façonnés par certains arcs branchiaux qui se sont transformés. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que chez les embryons, à certains stades assez jeunes de l'embryon, on voit vraiment ces arcs branchiaux un peu protubérants, comme les branchies d'un poisson, qui vont ensuite se transformer et donner le visage de l'enfant. Ouais. Mais au départ, on porte vraiment ces arcs branchiaux. Et les personnes, vous en connaissez peut-être, il y a une sur 100 à peu près dans les populations humaines de personnes qui ont un petit trou devant l'oreille. Ah, en regardant, on le remarque, hein, c'est totalement bénin, ça n'a pas de conséquences sur leur vie. Mais en fait, c'est une malformation d'un arc branchial à l'époque où ils sont embryons. Euh, alors, ces gens-là vont pas nager mieux que les autres, mais c'est exactement un arc branchial qui s'est tourné différemment de ce qu'il devrait, et c'est exactement la même malformation qu'ont les raies et les requins. Et pour les raies et les requins, vous remarquerez sur une raie ou sur un requin, il y a un trou aussi à ce niveau-là. Ça s'appelle le spiracle et ça leur sert à respirer. Et c'est exactement le même phénomène qui a eu lieu. Donc il y a des gens, quelque part, Il n'y a pas des parmi raies nous, et des requins il parmi y a nous des quand raies et même. des requins parmi nous, C'est absolument. non, c'est assez extraordinaire. Alors, vous expliquez quelque chose, vous allez me dire si j'ai bien compris, mais en fait, les poissons et nous-mêmes sommes sur deux chemins divergents et que nous avons un ancêtre commun qui avait à la fois des branchies et des poumons. Et d'une certaine façon, alors, peut-être que je schématise, nous avons choisi l'option poumon et les poissons ont développé l'option branchie. Est-ce que Oui, ça c'est ça. ressemble un peu à Alors, ça? c'est Certainement plus absolument, compliqué. si, c'est bien schématisé. En fait, c'est en quelque sorte une erreur qu'avait fait Darwin et qui est restée assez présente dans notre vision des choses. Parce que en tant qu'être humain, on a tendance à se placer en haut de l'arbre du vivant, comme l'étoile en haut du sapin de Noël, quoi, et de se dire le reste, c'est nos ancêtres et nous, on est le top du top. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Et donc, on a eu tendance depuis Darwin à se dire on descend du poisson qui avait des branchies, et puis ensuite, nous, on a des poumons, donc c'est que on s'est demandé d'où avaient évolué nos poumons, et on s'est dit ça doit être une évolution de la vessie natatoire des poissons, cet organe rempli de gaz que possèdent les poissons d'aujourd'hui. Vous ouvrez une carpe ou une truite, vous trouvez cette petite poche de gaz à l'intérieur. C'est un organe qui ressemble à nos poumons. En fait,
C'est pas ça qui s'est passé. On sait aujourd'hui, avec des analyses génétiques et phylogénétiques plus poussées, que, comme vous dites, l'ancêtre commun à la carpe et à vous et moi, c'est un poisson qui avait à la fois branchies et poumons. Et que ce poumon primitif, chez certains poissons, s'est transformé en vessie natatoire, et les branchies ont continué à assurer la fonction de la respiration, et ça a donné les poissons qui vivent dans l'eau aujourd'hui, les poissons osseux qui vivent dans l'eau, donc la carpe, le brochet, le thon, la sole, etc. Les raies et les requins sont apparus plus tôt dans l'évolution, hein. Les poissons cartilagineux, c'est une autre lignée. Il y a des lignées très différentes entre les poissons, mais la plupart des poissons actuels, c'est les poissons osseux, ça vient de là. Donc c'est une première branche. Et une autre branche a au contraire développé ses poumons. Pendant longtemps, on a eu les deux, poumons et branchies, en même temps, hein. Il y a encore des espèces aujourd'hui qui ont ça, ce qu'on appelle les dipneustes, des poissons qui ont à la fois des poumons et des branchies, qui vivent en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud. C'est ceux qui vivent dans la boue, c'est ça? Absolument, c'est Ouais. en fait, ils vivent dans des zones où il y a des saisons sèches et des saisons des pluies. En saison sèche, en gros, ils vont utiliser les poumons. En saison des pluies, ils vont utiliser branchies et poumons alternativement. Et ce qui est assez fou, c'est Ils qu'en sont hybrides, quoi. Afrique, Ils ont un ouais, moteur hybride. ils sont hybrides, c'est très impressionnant à voir. Il y en a encore quelques-uns à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris, on peut leur rendre visite. Ce qui est fou, c'est qu'en Afrique, pendant la saison sèche, parfois les gens font je crois que c'est au Congo, ils font des briques avec la terre, l'argile des rivières. Et dès qu'il se met à pleuvoir, les poissons sortent des murs. Ouais. Parce qu'ils restent en dormance comme ça pendant 6 mois tant que c'est sec, mais dès que c'est humide, ils s'en vont. Donc ouais, c'est un poisson assez incroyable. On est passé, nous, par ce stade-là. Et puis ensuite, on est passé par un stade où, comme les amphibiens d'aujourd'hui, on avait les deux, mais successivement, hein. Une grenouille, le tétard, il respire avec des branchies, et ensuite il se métamorphose et il prend les poumons à l'âge adulte. Et puis peu à peu, les branchies ont totalement disparu. Il n'y a plus que nos embryons qui ont des arcs branchiaux, mais dès qu'on sort le fœtus, il a les poumons. Et d'ailleurs, le hockey serait un témoin de cette époque où on avait à la fois les Oui, branchies c'est et les ça. J'ai poumons. appris que le hockey était Mhm. aussi un reste de nos ancêtres poissons. Oui, alors quand on était au niveau de ce dipneus, là, ces animaux qui respiraient à la fois de l'air et de l'eau, de l'oxygène dans les deux cas, mais on prenait l'oxygène de l'air et l'oxygène de l'eau, pour pas que ça fasse de fausses routes, lorsqu'on passait de l'une à l'autre des types de respiration, il fallait pouvoir fermer au niveau de l'épiglotte des clapets pour pas que l'eau aille dans les poumons ou que l'air reflue trop dans les branchies. Et en fait, ce qui jouait ce rôle, ça se passe via le nerf phrénique, et c'est une sorte de circuit du nerf phrénique qui va activer des choses au niveau de l'épiglotte, et c'est resté parce que l'évolution, elle fait avec ce qu'elle a sous la main. Et donc quand nos branchies se sont arrêtées d'être fonctionnelles, le muscle qui les activait pour qu'on fasse, comme un poisson rouge là, qu'on bouge les branchies, eh bien il s'est déplacé, il a migré jusqu'à notre diaphragme. Le nerf qui le connectait, il est resté connecté, et le réflexe qui permet de fermer au moment où on passe de l'un à l'autre, il est resté là. Donc on a ce réflexe qui maintenant est complètement absurde parce qu'on n'a plus du tout à utiliser des branchies, en mettant la tête sous l'eau, mais qui est resté et qui fait ce C'est dysfonctionnement un qu'on peu un appelle le hockey. souvenir. Le hockey, c'est donc un souvenir de nos ancêtres poissons, quoi. C'est en tout cas l'hypothèse principale pour expliquer, la provenance de ce réflexe, ouais. Euh, Vous parlez aussi de la perception. Alors, vous parlez pas que des poissons, vous parlez aussi des insectes. C'est tout à fait passionnant aussi. Enfin, tout ça, c'est des univers d'une variété, et d'une inventivité absolument incroyable. Et vous parlez notamment des éphémères. Les éphémères, c'est ces poissons qu'on voit encore. Alors, il y en a moins qu'avant, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de choses, on en reparlera, qui disparaissent malheureusement. Mais ces éphémères ont une vie et une importance assez extraordinaires aussi, ces petits insectes. Ah, c'est des insectes, exceptionnels, oui, les éphémères. Ben, déjà, c'est les premiers, a priori, c'est les premiers insectes, à avoir volé, les premiers êtres vivants à avoir conquis le ciel, à avoir volé dans l'histoire de l'évolution. Donc là, c'est beaucoup plus ancien, que nos histoires d'ère glaciaire et même d'amphibiens. Les éphémères sont les premiers êtres vivants à avoir conquis le ciel, à avoir volé, et c'est des insectes qui, encore aujourd'hui, passent la majeure partie de leur vie dans l'eau. Alors on dit éphémères parce que au stade où ils ont des ailes, ils ne vont vivre que quelques heures, quelques jours tout au plus, mais en général juste le temps d'une soirée, le temps de voler et se reproduire.
mais ils vont passer, plusieurs mois, voire plusieurs années, en général plusieurs années sous l'eau, à vivre à l'état de larve. Donc c'est des insectes aquatiques. Beaucoup d'insectes sont comme ça. La libellule, par exemple, ça peut passer 10 ans sous l'eau pour, quelques semaines hors de l'eau. On connaît que le stade ailé de la libellule, mais en fait, c'est principalement un animal aquatique qui va vivre sous forme de larve sous l'eau. Les éphémères, c'est la même chose et ces éphémères vont vivre dans les parties très hautes des cours d'eau ou un petit peu comme ce qu'on disait sur les rivières à la fin de l'ère glaciaire, c'est des milieux très pauvres, où il y a pas beaucoup de matière organique et c'est ces insectes-là qui vont apporter, principalement la nourriture à ces milieux, par leurs grandes éclosions. En fait, c'est des insectes qui vont éclore en masse, ils sortent de l'eau tous en même temps, le temps d'une soirée pour essayer de saturer vraiment l'écosystème, que les prédateurs en mangent jusqu'à plus faim, mais comme ça, les autres ont des chances de survivre. C'est ça la stratégie de l'éphémère. C'est pas individuellement, on va essayer de s'échapper, c'est on va y aller tous en même temps, comme ça, les hirondelles, les canards, les truites, tout le monde va manger, mais une fois que tout le monde sera repu, ceux qui sortent Voilà, ensuite donc sont on tranquilles. sacrifie la On majorité pour que... sacrifie, ouais. voilà, exactement. Et c'est des spectacles impressionnants à voir. Il y a plus beaucoup de rivières, comme vous le disiez, c'est devenu très rare malheureusement ces insectes-là, mais dans les quelques rivières où il y a encore des belles, ce qu'on appelle des éclosions d'éphémères, on dirait qu'il neige, mais à l'envers, des choses volantes comme ça qui grouillent, ça se passe le soir en général, c'est fantomatique. C'est des très, très beaux spectacles de la nature qu'on a, chez nous, hein. Les rivières où il reste des éphémères, c'est beaucoup, vers la Normandie, un petit peu, la Franche-Comté, les Pyrénées et cetera. Et et ça joue un rôle comme ça de pompe, écologique où l'insecte va remonter en volant, il remonte vers la source du cours d'eau et va apporter comme ça des nutriments de la vie vers les parties hautes des cours d'eau. Ouais. Alors, c'est extraordinaire parce que vous avez, et là encore, c'est cette variété fascinante de la nature. Vous avez ces éphémères qui vivent euh, une soirée, en tout cas dans leur version volante. Et puis, par contre, j'ai été très surpris, vous avez dans l'eau des bestioles qui vivent 200, 300 ans. Vous avez notamment ces moules d'eau, c'est des mulettes, c'est ça? Absolument, oui, ça c'est les Ouais, Mathusalem. j'ai bien lu. Et eux sont capables de vivre plusieurs siècles. C'est les Mathusalem, de nos rivières, les moules d'eau douce et oui, oui, ça peut vivre au moins 200 ans. Certaines des mulettes, qui vivent aussi en haut dans les parties hautes des rivières, la mulette perlière notamment, peut vivre, 180-200 ans, ce qui est quand même beaucoup. Mais même des poissons, hein, comme les esturgeons peuvent vivre facilement plus d'une centaine d'années. Les anguilles, c'est encore plus fou, peuvent avoir, entre guillemets «la jeunesse éternelle», c'est-à-dire que l'anguille qu'on a dans nos rivières, c'est un juvénile, elle n'est pas apte à se reproduire. Lorsqu'elle redescend en mer pour aller gagner la mer des Sargasses, elle va se transformer et devenir adulte. Mais tant En qu'elle faisant est des milliers de kilomètres. en faisant 6 000 kilomètres sans se nourrir. C'est complètement incroyable. Pourquoi sans se nourrir? Parce qu'en devenant adulte, elle perd son système digestif et le remplace par les organes reproducteurs. Donc, elle est fichue une fois qu'elle fait ça. Mais elle continue, elle utilise toute son énergie pour aller aux Bermudes quasiment. Mais en attendant, tant qu'elle est dans les rivières, elle est juvénile et donc elle ne vieillit pas. Et si vous bloquez une anguille, que vous l'empêchez d'aller, en mer, c'est pas gentil, mais elle va vivre a priori indéfiniment et celles qu'on a bloquées jusqu'à présent pour faire l'expérience, qu'on a mises dans des aquariums, au début du XXe siècle, elles sont toujours là. Donc c'est des poissons qui, au bout de 120-150 ans, sont toujours là. On ne sait pas jusqu'à Mais quand elles comment est-ce peuvent, qu'on explique une anguille puisse faire 6 000 kilomètres sans se nourrir, alors qu'un avion qui traverse l'Atlantique utilise des centaines de litres de kérosène? C'est Qu'est- complètement incroyable et ça défie encore les lois de l'hydrodynamique, c'est-à-dire qu'il y a forcément une raison, hein, c'est pas, miraculeux, mais on n'arrive pas à expliquer par quelle astuce hydrodynamique l'animal est aussi performant, alors qu'en plus une anguille, ça nous évoque pas, la rapidité quand on la voit comme ça, ni l'endurance extrême. Et en fait, avec les simples réserves qu'elle a accumulées au cours de sa vie en eau douce, mais enfin, c'est pas non plus les cales d'un Boeing, hein, ça fait quelques kilos au maximum, une anguille. Et bien, rien qu'avec ces graisses-là, elle va arriver à tenir le voyage jusqu'aux Bermudes, en plus souvent à rebours des courants.
Les larves se font porter par le Gulf Stream, mais dans l'autre sens, c'est moins évident. Euh, on l'explique pas, mais on l'a testé, hein, ça a été mesuré, on a mis des balises dans des anguilles, on a mis des anguilles dans des tapis roulants aquatiques, des courants d'eau comme ça, et on les a laissés nager face au courant pendant des mois, des années, et elles le font sans problème. Non, il y a encore des mystères, hein. Oui, il y a vraiment des mystères. Alors, parmi tous les éléments dont vous faites état dans ce livre, hein, je rappelle, Bill François, La truite et le perroquet, paru chez Albin Michel, j'ai été fasciné par la diversité, là aussi d'imagination de la nature, appelons les choses comme ça, dans la reproduction. Euh, et à la fois, les espèces se servent de manière très diverse, les unes des autres, pour se produire. C'est-à-dire que vous avez des vers qui se reproduisent dans des poissons qui se reproduisent dans des moules. Et c'est absolument incroyable, ces aspects symbiotiques, je dirais. Alors quoi, spontanément, on se dit, bon, ben voilà, les esturgeons vont faire des esturgeons, les ablettes vont faire des ablettes, les moules vont faire des moules. Mais pas du tout, il y a une interpénétration de ce monde marin qui est absolument sensationnel. Énormément de liens entre les espèces, effectivement, sont un peu oubliés parce que quand on se dit relation entre espèces, on pense surtout aux prédations. Mais il y a beaucoup d'autres choses, et notamment tout ce qui est regroupé sous le nom de parasitisme, mais qui va être en fait souvent beaucoup des entraides ou des cycles de vie entremêlés. Euh, et, Tout est lié dans les écosystèmes, et on le voit très bien en eau douce. Je pense que c'est un bon exemple pour parler de ces cycles-là, parce qu'il y a énormément de ce qu'on va appeler, mais le mot fait peur, des parasites, mais qui sont des sortes d'alliances entre espèces assez étonnantes. Donc, par exemple, cette moule dont on parlait tout à l'heure, la mulette, en fait, c'est la majorité des moules d'eau douce de nos régions, que ce soit celle du canal Saint-Martin ou celle d'en haut des ruisseaux des Pyrénées, qui ont ce même cycle de vie qui consiste à confier leurs larves à des poissons. Alors pourquoi? Parce que la moule, elle vit dans de l'eau courante, et une moule, ça éjecte ses larves à l'extérieur de sa coquille, et donc la larve va dériver. Et si il n'y a personne pour aller ramener la larve à la source, eh bien peu à peu, c'est toute la population qui va dériver, parce que la moule, elle va pas facilement, avec ses muscles qui sont pas très efficaces, remonter le courant de la rivière. Donc pour arriver à peupler sans cesse les rivières, il faut confier les larves à des poissons qui vont aller les transporter plus haut, en amont. En général, des poissons un peu migrateurs comme la truite ou le saumon ou l'esturgeon, mais chaque moule a un peu ses espèces de poissons de prédilection. Et donc ces moules, certaines ont même des petits leurres qu'elles vont agiter pour que le poisson arrive la gueule ouverte et qu'elles puissent expulser leurs larves de sorte qu'elles s'accrochent au poisson. Ça, c'est un exemple d'un cycle de vie partagé comme ça entre deux espèces. Alors réciproquement, il y a des poissons comme les bouvières qui vont pondre leurs œufs à l'intérieur des moules pour que les œufs grandissent à l'abri de la coquille. Et la moule, bon, certes, elle profite des services du poisson, mais un autre poisson va profiter des services de la moule. Et puis la moule en elle-même, elle va filtrer l'eau, donc c'est grâce à elle quand même en grande partie que l'eau est pure. Donc tout l'écosystème en profite aussi. Donc c'est tous ces cycles de parasites, d'interpénétration du vivant, en fait, ça profite à tout le monde. C'est ce qui fait la richesse d'un écosystème. Mm. D'ailleurs, euh, en écologie, bien souvent, les parasites sont considérés comme des marqueurs de la biodiversité. Plus un écosystème, un milieu naturel va être en bonne santé, plus il va y avoir de parasites. Ça va être bon signe. Alors pourquoi? On pourrait se dire c'est étrange. En fait, parce qu'un parasite, souvent, a besoin de plusieurs hôtes. Et donc, vous supprimez un hôte, le parasite ne peut plus faire son cycle de vie. Par exemple, il y a des petits vers qui ont besoin d'être mangés par une petite crevette, qui elle-même doit être mangée par un poisson, qui lui-même doit être mangé par un oiseau, pour que dans l'intestin de l'oiseau, le ver puisse pondre ses œufs, et la fiente de l'oiseau est ensuite mangée par la crevette, et le cycle recommence. Donc il faut à ce moment-là 4 intermédiaires, et si un des intermédiaires disparaît, le ver disparaît aussi. Donc en fait, le parasite, souvent, il indique que tout va bien dans le milieu, que tout le monde est là. C'est extraordinaire quand même l'interconnexion de ces écosystèmes. Et d'une certaine façon, ça explique un peu leur fragilité. Parce que s'il y a des éléments qui s'en vont, c'est l'ensemble qui est totalement déséquilibré. C'est ça, c'est un château de cartes, et bien souvent, voilà, et comme il y a beaucoup, beaucoup de maillons,
Il suffit qu'il y en ait un qui s'en aille pour tout déséquilibrer. Et, je fais souvent le comparatif avec la Terre, parce que dans les écosystèmes terrestres, c'est beaucoup plus simple en fait. On a le producteur primaire, celui qui prend l'énergie du soleil, qui en fait de la matière organique, c'est les plantes. Les plantes, elles vont être mangées par des herbivores. Les herbivores vont être mangés par des carnivores, et fin de l'histoire. Sur Terre, il y a 3 maillons, jamais plus. Parfois, il y a une sorte d'omnivore, un sanglier ou un renard entre les deux qui se fait manger par l'ours, mais enfin, c'est rare. Donc 3 maillons sur Terre. Dans l'eau douce ou dans l'eau de mer, encore mieux, hein, dans l'eau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de maillons. C'est-à-dire qu'on a l'algue au départ, mais c'est pas un poisson mange l'algue et la loutre mange le poisson. C'est l'algue est mangée par, en général, un petit crustacé, un petit insecte qui lui-même va être mangé par un plus gros, qui lui-même va être mangé par un encore plus gros, qui lui-même va peut-être être mangé par un petit poisson, qui va être la proie d'un plus gros poisson, qui va être soit la proie d'encore un plus gros poisson, soit même la proie d'un de ses propres congénères, beaucoup de cannibalisme aussi, et puis eux-mêmes seront la proie d'oiseaux, de mammifères, etc. Donc il y a souvent minimum 7, 8, voire 10, 12 échelons. Donc c'est totalement différent de ce qui se passe sur Terre. Beaucoup plus d'échelons, donc beaucoup plus aussi de risques que si un échelon est perturbé, tout s'effondre. Vous parlez avec beaucoup de sympathie aussi des sangsues. Oui, animal encore qui nous fait frémir, rien que le nom, Oui, ouais, les c'est sangsues, assez odieux. on sait que ça peut être utile, mais vous dites que c'est très utile et que même les sangsues ont sauvé beaucoup de vies. Ah bah, je pense que tous, si on est là, si on faisait l'arbre généalogique, on a sûrement un ancêtre dont la vie a été sauvée par une sangsue à un moment ou à un autre. Ça fait 5000 ans qu'on les utilise, et les antibiotiques, ça ne fait que à peine une centaine d'années, même pas 80 ans qu'on les a. Donc la sangsue, avant les antibiotiques, c'était souvent notre seule chance d'éviter les infections quand on avait des blessures graves. Après, il y a eu toutes sortes de médecines charlatanesques aussi autour des sangsues. Évidemment, on leur prêtait plein de vertus. Dès lors qu'on voyait que ça marchait dans certains cas, on se disait que ça soignait toutes sortes de choses. Il y a eu beaucoup de charlatanerie, mais aussi beaucoup d'effets positifs. Encore aujourd'hui, hein, dans les hôpitaux, des dizaines de milliers de sangsues sont utilisés chaque année pour traiter certaines blessures. Et quand on n'avait rien d'autre, c'était vraiment très utile. Ça a un effet de nettoyage en fait des plaies, de désinfection, des vertus aussi anticoagulantes, etc. Enfin, ça peut être très utile. Pareil, c'est un parasite, hein, la sangsue dans la nature. Un ver qui va absorber le sang de ses proies, mais dont on a su tirer profit. Hmm. Alors, venons-en à la truite, puisque vous parlez de la truite et du perroquet. Alors, la truite, c'est absolument extraordinaire aussi parce que il y en a partout des truites. Il y en a même dans les centres commerciaux, dans les rivières ou dans les égouts des centres commerciaux. Enfin, c'est véritablement un poisson qu'on retrouve partout. C'est surtout un poisson qui s'est adapté à plein de milieux, à tel point que c'est le vertébré le plus varié au monde génétiquement. Euh, En fait, il y a plus de variétés génétiques parmi les truites d'un pays comme la France que dans toute l'espèce humaine. Donc déjà, ça donne une idée de la diversité des truites, mais alors que c'est une seule et même espèce, la truite commune, hein, du Maroc à l'Afghanistan, en passant par la Russie, l'Islande, etc. C'est une seule et même espèce. Mais Formidable réussite. il y a une variété Ouais. incroyable, une formidable réussite de l'évolution qui s'explique par le fait que, avec le retrait des glaces, des glaciations, beaucoup de milieux, en fait, beaucoup de rivières se sont retrouvées isolées les unes des autres. Des rivières qui parfois formaient un seul et unique fleuve sont devenues les affluents d'une mer. Quand un fleuve s'est transformé en mer, par exemple la Manche, les différentes rivières qui étaient des fleuves qui se jetaient dans un seul et même fleuve sont devenues isolées par la mer. Et donc, dans chaque bassin versant comme ça, des souches de truites ont évolué indépendamment les unes des autres. Donc ça a fait des variétés très différentes qui se sont adaptées à leur milieu. Et c'est en fait beaucoup plus varié que la race humaine, parce que si on regarde l'espèce humaine, on fait quand même tous à peu près la même taille. Entre un pygmée et un hollandais, il y a des différences, mais c'est pas monstrueux. Tandis que si on regarde les truites, les plus grosses peuvent faire 15-20 kilos à l'âge adulte, les plus petites peuvent faire
10-12 centimètres à l'âge adulte, quelques dizaines de grammes. Donc c'est comme si un humain pouvait faire, selon l'endroit où il vit, le milieu où il a évolué, la taille d'un éléphant ou la taille d'un chaton. Et puis les couleurs, les comportements varient en conséquence. Donc c'est un animal extrêmement varié, qui est aussi extrêmement sensible, hein, donc qui a besoin d'une eau très pure. Donc à la fois, c'est très varié et très fragile, et cette diversité aujourd'hui tend à disparaître. Ouais. Oui, parce que les truites, l'extraordinaire diversité des truites, il doit y avoir des milliers, peut-être des millions de dessins différents, etc., vient du fait que chacune vivait à un moment donné dans une espèce de périmètre clos, c'est-à-dire qui n'était plus donc qui s'est développé de façon totalement isolée. Or, Exactement. les milieux, et c'est un des éléments importants de votre livre, les milieux aquatiques sont de plus en plus interconnectés, donc cette diversité est de plus en plus remise en question. Tout à fait, ça joue beaucoup. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on se figure assez rarement quand on parle des rivières, mais du point de vue d'un animal d'eau douce, en particulier d'un animal qui va vivre uniquement dans les parties hautes des rivières, mais eh bien, un bassin versant, donc c'est l'ensemble des fleuves, des rivières, des affluents qui se jettent dans la mer au même endroit. En fait, c'est comme pour nous, animaux terrestres, un continent. C'est-à-dire que c'est une zone, euh, un univers séparé des autres. Et vous ne pouvez pas passer d'un bassin versant à un autre. Si vous êtes un poisson d'eau douce, vous ne pouvez pas passer du Rhône à la Seine. Parce que pour faire ça, il faudrait soit traverser la Terre, et a priori, bon, certaines espèces le peuvent, mais c'est très rare, en général, on ne peut pas, ou alors il faudrait traverser la mer. Et pareil, la plupart des espèces d'eau douce ne peuvent pas migrer en mer. Donc le Rhône et la Seine sont deux univers totalement séparés depuis la fin des glaciations, hein, depuis 10 000 ans. Le Rhône et la Seine sont deux univers Sauf si on fait un canal entre séparés. les deux. Ouais, Sauf si on fait un canal entre les deux. ouais. Et pendant donc des dizaines de milliers d'années, ces deux fleuves sont restés, et ces deux bassins versants, parce que je dis le Rhône, mais c'est tous les affluents du Rhône. Donc même la Loue en Franche-Comté, c'est très loin du Rhône, ça fait partie de l'univers du Rhône. Euh, les rivières normandes font partie de l'univers de la Seine. Mais si vous faites un canal entre les deux, même entre deux petits affluents, mais qui se jettent dans des fleuves différents, eh bien là, c'est comme si vous faisiez un pont entre l'Europe et l'Amérique. Et donc, il va y avoir des échanges d'espèces et des mélanges qui n'ont pas vocation à avoir lieu, et qui n'ont pas eu lieu depuis 15 000 ans. Donc, des brassages génétiques, des invasions de certaines espèces. Vous imaginez, si on avait fait un pont entre l'Europe et l'Amérique à l'époque des grandes découvertes, ça aurait été encore pire que ce qui s'est passé avec des bateaux. Ça aurait été une invasion dramatique. Et bien, c'est ça qui se passe avec des maladies, avec des espèces invasives. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas des canaux qu'entre le bassin de la Seine et le bassin du Rhône. Il y a des canaux partout aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis la mer Noire jusqu'à la Bretagne, vous pouvez aller de fleuve en fleuve avec les écluses et les canaux fluviaux qui ont été creusés. Et vous pouvez voyager comme ça. Et c'est ce que font certains vacanciers qui ont envie de vacances en péniche, et c'est super, mais c'est ce que font aussi certaines espèces invasives. Par exemple, le goby à tache noire, un poisson de la mer Noire, des bassins du Danube, etc., qu'on retrouve, qui envahit toutes les eaux. Aujourd'hui, il envahit totalement la Seine depuis 2 ou 3 ans. Ça tapisse les fonds de la Seine, parce qu'il n'a pas autant de prédateurs ici que là-bas. Et il est en train de complètement bouleverser les écosystèmes d'eau douce dans toute l'Europe occidentale. Ouais. Oui, parce que vous parlez beaucoup évidemment, cette fragilité des écosystèmes. Et on a une petite tristesse quand même quand on lit votre livre, c'est qu'on a l'impression qu'en termes de diversité et puis aussi de masse, on a beaucoup, beaucoup perdu. Et ça date pas d'hier, ça date depuis le Moyen Âge. Vous dites à un moment donné qu'il y avait beaucoup plus de saumon, par exemple, en Europe à cette époque-là que maintenant. Mais c'est un facteur 10, Ah, c'est un facteur 100 même. Ouais. plutôt 10 000. Ah, plutôt 10 Ah 000. oui, oui, non, c'est monstrueux. Enfin, ça dépend à C'est-à-dire quelle que époque on se place. il y avait des Euh, saumons partout, quoi. le facteur 10, c'est simple. Le facteur 10, c'est par rapport au milieu fin du XXe siècle pour les saumons. Ça a diminué x 10
aujourd'hui et encore aujourd'hui, là, ces dernières années, c'est encore pire. Mais si on se place dans les années, fin des années 2010, on va dire, il y en avait 10 fois moins que dans les années Et c'est un processus qui s'accélère 70-80. toujours alors. Donc c'est un processus totalement exponentiel. Sur le Mm. saumon, c'est un très bon exemple pour voir ça. Alors il y a plein de facteurs qui ont joué. Effectivement, ça a commencé dès le début du Moyen Âge, quand on a commencé à mettre des barrages, notamment pour des moulins. Au départ, c'était pour des moulins, à l'invention d'une sorte de moulin avec un axe horizontal qui permettait d'exploiter le moindre cours d'eau, comme ça, pour broyer d'abord du grain, puis ensuite il y a eu l'hydroélectricité, etc. Enfin, ça s'est surtout accéléré quand même après la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui est délire de l'industrie agricole, remembrement, et que l'agriculture est devenue véritablement une industrie. C'est là que les cours d'eau ont le plus pâti, mais l'évolution, elle s'est faite depuis bien longtemps. Et on le voit typiquement avec les saumons qui véritablement nourrissaient l'humanité jusqu'au 14e, 15e siècle, nourrissaient des provinces entières, des régions entières, alors même qu'ils ne remontent qu'une fois par an. Mais ça suffisait. C'était monstrueux ce qu'on avait sur le saumon ou sur l'anguille. Jusque Ça plus devait grouiller récemment, quand on regardait les rivières, ça devait être plein de saumon. ça grouillait. Quand les civelles remontaient encore jusqu'au 19e siècle, la consistance de l'eau changeait. Donc les civelles, c'est les larves d'anguilles. Au moment où elles remontaient pour peupler les cours d'eau, l'eau devenait visqueuse. On en faisait de l'engrais, ça nourrissait tout un écosystème. Le saumon, pareil, ça grouillait tellement qu'on a ces contrats qu'on trouve encore dans certaines archives d'ouvriers qui refusaient qu'on leur serve du saumon plus de 4-5 fois par semaine selon les régions. Euh, alors, c'est des sources qui sont sujettes à discussion historique, parce que, en fait, c'était des saumons qu'on pêchait après la reproduction. C'est pour ça que c'était mauvais. On les pêchait une fois qu'ils étaient tout vidés et plus très bons. Mais ça donne une idée d'à quel point ça nourrissait comme ça les populations, les écosystèmes aussi. Ah oui, Et, et aujourd'hui, entre les barrages, l'aménagement agricole des cours d'eau, la pollution qui conduit à ce qu'on appelle l'eutrophisation, donc un enrichissement énorme en matière organique qui étouffe le milieu, ces richesses-là ont totalement disparu, et beaucoup d'espèces existent encore. Il y a finalement peu d'espèces qui ont vraiment disparu en tant qu'espèces, mais les populations se sont tellement effondrées que toute leur importance humaine, culturelle et écosystémique ont disparu. ouais. Ça doit vous rendre très triste. Ah, c'est très attristant, surtout quand on le vit. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on voit en creusant un peu historiquement, où là, mais bon, être triste de quelque chose qu'on n'a pas connu, c'est différent. Donc, quand on lit les récits d'autrefois, quand on voit même les témoignages des anciens entre quelques générations, des gens qui ont connu certaines rivières il y a même 15 ou 20 ans, et qui me racontent, et moi, c'est des rivières que j'ai découvertes plus récemment, et donc je m'aperçois de ce que c'était. Ça touche, ça rend triste, mais pas autant que ce qu'on voit soi-même. Et ce qu'on voit soi-même, c'est là que vraiment on prend la mesure du problème. Moi, j'ai vu des rivières en quelques années, en 5, 10 ans, 15 ans, disparaître. J'ai vu mais disparaître vraiment, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau. Avec le réchauffement climatique, dans beaucoup de régions, c'est ça qu'on voit. Celles qui n'ont pas disparu, des populations aussi de poissons, d'espèces qui changent totalement. Alors, il y a des améliorations aussi, il faut le dire. Des milieux comme la Seine qui ont été nettoyés. Moi, depuis que je connais la Seine, je vois une constante amélioration avec de plus en plus de biodiversité, et ça, c'est un bonheur. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est l'inverse. Vous voyez les Est-ce rivières qu'il y a un de... mouvement quand même, pour être un peu optimiste, est-ce qu'il y a un mouvement quand même est-ce qu'il y a une conscience quand même de l'importance de cette diversité dans ces milieux, dans le monde? Est-ce qu'il y a des endroits où finalement on redéploie cette diversité, où on la protège assez pour pouvoir la léguer à nos enfants, à nos petits-enfants Il y a plein de bons exemples, oui. Mais bon, à l'échelle globale, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça reste des cas exceptionnels, mais il y a beaucoup de bons exemples. Et c'est vrai que, c'est-à-dire, on sait ce qu'il faudrait faire. On le voit, par exemple, la Seine, c'est un bel exemple. On Depuis parlait du Canada aussi. Canada, très Ouais. bel exemple. Au Canada, la gestion des rivières. Alors après, ils ont un très grand territoire, donc il y a aussi des régions entières qui se permettent de détruire avec des extractions minières, mais c'est autre chose. Mais globalement, il y a des gestions de rivières qui sont absolument formidables côté États-Unis, Canada. Euh,
Pour la bonne et simple raison que dans ces régions-là, ils ont failli détruire toute leur faune au moment des ruées vers l'or, etc. Il y a eu beaucoup de chasse excessive qui a failli conduire à la disparition d'à peu près tous leurs grands animaux. Et à peu près vers Theodore Roosevelt, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire des parcs nationaux, qu'il fallait essayer d'enrayer ça. Donc il y a début eu, du XXe siècle déjà. voilà, Voilà. il y a eu une conscience écologique qui s'est faite d'un coup, et ensuite, pour tout ce qui était espèces marines et espèces aquatiques, il était encore temps. Tandis que nous, depuis le XIVe siècle, on les détruit, nos espèces aquatiques. Donc, même quand on a commencé à prendre conscience, fin 19e, début 20e, et puis ensuite surtout à la fin du 20e siècle, on n'a plus le même état écologique. Mais il y a des très bons exemples côté Canada, États-Unis, de milieux aquatiques qui sont bien gérés. Même en France, on a encore quelques terrains qui ont été épargnés et qui sont des réservoirs de biodiversité. Il faudrait s'en inspirer. Bill François, lorsqu'on a lu votre livre, je rappelle, hein, La truite et le perroquet, aux éditions Albin Michel, très beau livre pour Noël qui arrive. Hein. Quand on a lu votre livre, on ne peut plus regarder les rivières, les ruisseaux, les lacs, les fleuves de la même façon. Ah, si c'est le cas, j'en suis ravi parce que c'est mon objectif. On parlait d'écologie, de protection, mais on protège d'abord ce qu'on aime et ce qui nous émerveille. Et moi, ce que je voulais avant tout faire avec ce livre, c'est émerveiller les gens autour de ces milieux et faire jeter un regard un peu nouveau, faire comprendre à quel point c'est un monde habité d'une vie incroyable. C'est vrai que l'océan, on a beaucoup d'images, on sait maintenant toutes les beautés qu'il y a dans l'océan. Depuis Cousteau et les premières images sous-marines, c'est un univers qu'on se figure. Il y a des choses tout aussi belles et étonnantes dans les rivières, et c'est ça que j'ai voulu raconter avant tout. Bill François, merci. Donc, La truite et le perroquet, Confidence du peuple des rivières, aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu à Pilpoul. Merci. C'était Pilpoul, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.